Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours. Donc ce nouveau cours sera consacré à la manipulation politique, donc la séance 3, avec les thèmes 1, la parole dans un contexte de propagande. Alors, je vous lis la petite intro. Scène d'introduction du film BlacKkKlansman, j'ai infiltré le Ku Klux Klan. Nous sommes à Little Rock, Arkansas, un 25 août 1957. Le docteur Kennebrew Beauregard, membre important du Ku Klux Klan, lors de son discours, des images défilent derrière lui, remplacées par des couleurs. Donc ça, rappelez-vous, c'est la scène d'introduction du film que nous avons vu. La scène où justement vous avez ce docteur, donc ce mec là sur son bureau, avec le drapeau sudiste, et qui au début commence tout doucement, tout bien, voilà, et après qui va partir en live avec des couleurs, des nègres, enfin bon bref, il va complètement partir en live, et justement je vous ai retranscrit le dialogue qu'il cite. Bon, je vais pas vous lire le texte, je vais vous laisser je vais sûrement retrouver l'extrait, je le mettrai je ne sais où. Et voilà, parce que bon, c'est un peu horrible à lire, enfin, j'ai pas envie de qu'il y ait une vidéo de moi en train de lire, voilà, des babouins, des trucs comme ça, enfin, voilà, c'est, ouais, non, j'aimerais mieux pas, surtout sur YouTube, en plus ça peut mal finir, donc bon. Bref, je préfère voilà faire la vidéo, vous mettre le lien, vous regardez la vidéo, vous allez vite comprendre. Bon. Après je vais reparler des citations, mais au moins ce sera dans le contexte des questions, donc ce sera beaucoup mieux. Alors, à qui s'adresse ce message? Première question. Donc vous pouvez écrire: le docteur s'adresse à un public spécifique, à savoir les, entre guillemets, citation du texte, personnes chrétiennes de race blanche. Fermez les guillemets. Virgule. Il se considère proche de cette catégorie sociale, comme le montre sa formule de présentation. Point final. Voilà. On met le cadre, c'est-à-dire il s'adresse à qui? Aux personnes. Alors attention, personnes chrétiennes, donc musulmans, juifs, on oublie, personnes chrétiennes et de race blanche. Donc déjà, le mot race fait référence à Hitler et sa rationalise... non, comment on dit pour race bref, à sa transformation des gens en race. Donc la race aryenne, la race des juifs, la race des hommes blancs, bref. Voilà, il va vraiment classifier tout cela en race. Et pas n'importe quelle race, là on parle de la race blanche. Attention. Donc si vous êtes métis, voilà, ça vous adresse pas, c'est pas à vous. Voilà, c'est race blanche. Et attention, pas n'importe quel blanc, du coup, les chrétiens blancs. Donc vous voyez vraiment, dès le début, paf, il cible tout de suite son public. Enfin, en termes de restriction de public, on n'a pas mieux. Et comme il le dit justement, lui, il est proche, puisqu'il se dit chrétien, et en plus, il se dit blanc. Enfin, il se dit, ça se voit. Donc voilà, donc forcément, ceux qui regardent les chrétiens de race blanche vont tout de suite pouvoir s'identifier à Beauregard. Contre qui s'adresse ce message? Donc là, je vous laisse réfléchir. Vous pouvez écrire. Kennebrew, ouais, j'ai un accent nul, hein, non bon. Kennebrew Beauregard met en garde les blancs contre les juifs, virgule, les noirs et les communistes, qui sont les boucs émissaires. Donc bouc émissaire, hein, bouc tiré émissaire. Une victime, si vous voulez. Donc, ils sont les boucs émissaires du KKK. Point. Il n'hésite pas à les rabaisser à l'état de bêtes. Entre parenthèses, ouvrez les guillemets,
prédateur, fermez les guillemets, fermez la parenthèse, et lance une véritable vendetta, V-E-N-D-E-T-T-A, contre ces gens-là. Point. Vendetta, c'est c'est une révolution. C'est quand vous avez un groupe et que vous le manipulez pour vraiment qu'il ait des esprits révolutionnaires. D'ailleurs, à ce propos, je vous conseille, c'est un peu annexe, V pour Vendetta. V pour Vendetta. Oui, V pour Vendetta. C'est un super film avec Nathalie Portman. Il est génial. Voilà, petit conseil. Voilà. Bref. Donc, à qui s'adresse ce message? Donc, effectivement, il s'adresse tout d'abord aux Juifs. Donc, on l'a dit, justement, les chrétiens. Donc, Juifs, foutu. Les Noirs, puisqu'il faut savoir, c'est que les Noirs, ils sont pas blancs, donc forcément, ils ne correspondent pas à son image. Et surtout, les communistes aussi. Alors, pourquoi les communistes? Parce que en 1957... C'est ça, oui. Oui, 1957, justement, on est en plein dans la guerre froide. La guerre froide, pour vous expliquer de manière globale et vraiment très simple, c'est les États-Unis contre l'URSS. Voilà. Les États-Unis capitalistes, l'URSS communiste. Capitaliste, donc le bien individuel, l'argent, etc. Alors que le communisme, c'est tout en commun, tout le monde à la même échelle, à la même hiérarchie, et tout va dans le commun. Donc, lui, justement, Bauman est vraiment, capitaliste, c'est un Américain, enfin, voilà, ils sont fiers de leur pays. Et donc, du coup, les communistes, c'est les méchants de l'histoire. Et, oui. Les Noirs, donc oui, ils les traitent de prédateurs. Donc vous voyez quand même, prédateur est un mot assez fort et à double sens. Le premier déjà, c'est des bêtes. Oui, vous n'allez pas dire à un homme que c'est un prédateur. Enfin si, il est prédateur sexuel. Mais vous voyez, on réduit les Noirs, pour le coup, à l'état de bêtes. Donc des prédateurs. Et prédateur aussi, ça veut dire méchant. Enfin, méchant. Du moins un peu sauvage. C'est-à-dire, nous, dans l'espèce, dans la nature, les prédateurs sont ceux qui vont manger les herbivores. Enfin, voilà. Donc ce sont des prédateurs. Ils vont attaquer. Là, vous voyez, on met tout de suite, les Noirs dans le cadre de bêtes qui nous attaquent. Donc, vous voyez, on a vraiment cette ambiance de, il faut se défendre. Pourquoi ne peut-on pas dire que cela n'est pas spontané? C'est-à-dire que, comment est-ce qu'on peut dire que justement la vidéo, elle n'est pas en direct? Enfin, c'est pas du direct live. Pourquoi on peut dire que c'est quand même préparé? Donc, je vous laisse réfléchir. Et vous pouvez écrire, c'est moi qui vais dicter. Tout d'abord, le cadre visuel est préparé puisque les images sont disposées à des moments clés de la déclaration du docteur. Pardon. La fatigue. Docteur, point. Ensuite, le texte et le film nous indiquent que le docteur a préparé son discours puisqu'il demande confirmation à ce qui semble être une assistante. Point. Final. Alors, voilà pourquoi on ne peut pas dire que c'est spontané. Parce que justement, il n'y a pas vraiment la notion de direct, c'est-à-dire les images derrière sont préparées. Souvenez-vous justement où on a cette image des Noirs qui poursuivent des Blancs, ou plein d'images justement de Blancs qui vont à l'école, etc. pour vraiment appuyer son discours. Et des moments clés. Par exemple, quand il parle des Noirs, des bêtes, vous avez des Noirs derrière justement pour imager. Pareil, un moment quand il va dire aux gens faites attention, c'est dangereux, paf,
le décor va se transformer en rouge. Vous voyez, il a vraiment préparé son PowerPoint. Bon, ça n'existait pas à l'époque, hein, mais bon, voilà. Vous voyez ce que je veux dire, son diaporama. Il a vraiment très bien préparé, justement, pour aller en adéquation avec ce qu'il lit. Et effectivement aussi, on a l'impression qu'il lit son texte. Voilà, bon, au bout d'un moment, voilà, on sent le naturel. Parce que vous voyez, est-ce que j'en parle après? Non. Vous voyez, au début, justement, voilà, il est calme, sérieux, voilà. Et petit à petit, en fait, il va se laisser submerger par l'émotion. À tel point qu'au bout d'un moment, on a ces ah, blablabla. Enfin, oui, il part vraiment en vrille, le pauvre. Enfin, pas le pauvre. Mais voilà, il débloque. Et même des moments, il va demander à son assistante. Il va dire oui, c'était quoi déjà le terme? Ça montre bien que lui et son assistante ont préparé un texte en amont. Bon. C'est pour ça voilà, qu'on peut pas dire que c'est un texte spontané. Comment le docteur Beauregard utilise-t-il les procédés d'éloquence? Alors là, je vous laisse réfléchir, vous pouvez surligner dans le texte, vous pouvez regarder le cours précédent justement, vous aider du cours précédent pour vraiment essayer de repérer tout seul les procédés d'éloquence. Voilà, c'est chose faite, j'espère. Après, je marche sur la confiance, hein. Je vous fais confiance pour faire les exercices, tout ça. Voilà. Bref. Donc, vous pouvez écrire. Dans le texte, on retrouve une implication par les pronoms qui distingue bien le peuple blanc et la race inférieure. Point. L'interpellation est aussi de mise, M-I-S-E, à travers les exclamatives et les fausses questions. Point. Mais il s'agit surtout de l'utilisation à outrance des figures de style. Point. La métaphore est utilisée pour caractériser le peuple noir comme des primates. Alors, les pronoms. Donc on retrouve les pronoms notamment avec le vous, le notre, c'est-à-dire que voilà, il désigne vous, on, le on désigne vraiment lui et les Américains. On nous attaque, vous voyez, on nous attaque, c'est vraiment le nous. C'est lui, le docteur Beauregard, et le peuple américain de race blanche, chrétien. Et par contre, justement, voilà, on va désigner aussi les noirs, justement, par ce sont des prédateurs, enfin, vous voyez, voilà, on va pas les appeler vraiment, on va pas leur donner même de pronoms, on va vraiment voilà, à chaque fois leur donner un petit nom bien gentil. Ironie. L'interpellation est aussi de mise à travers l'exclamative et les fausses questions. Donc oui, comme je vous l'ai dit, on retrouve beaucoup de points d'exclamation. Alors, là aussi, justement, ce qui est assez bien dans ce discours, c'est qu'en fait, on voit vraiment à quel point il commence à dérailler au fur et à mesure. C'est-à-dire, vous voyez, au début, on a des points, des petits points, on a un point d'exclamation, c'est exact. Voilà, mais après des points, des points, des points, des points, jusqu'à, voyez, nos saintes valeurs protestantes. Et là, après, on part déjà dans une fausse question. Voulez-vous vraiment que notre cher enfant côtoie des nègres à l'école? Là, vous voyez, quand Beauregard, il pose la question, il s'attend bien à ce que les autres répondent « Bah non, on veut pas de nègres dans notre école, non, bah... » Voilà, vous voyez, c'est une question implicite. Et là, on part vraiment dans la folie. C'est-à-dire que à partir de prédateurs, on a une surabondance des points d'exclamation, des questions, etc. Là, on voit qu'en fait, il commence un petit peu à perdre la boule et vraiment se laisser emporter par ses émotions. Ce sont des prédateurs. C'est quoi bête noire, vous voyez, c'est quoi? Enfin, même la question, c'est quoi? Vous voyez, montre vraiment que il est dans l'agitation. C'est quoi? Oui, des bêtes, etc.
regardez ça. Après, c'est une conspiration juive internationale, mais on est vraiment, vous voyez, il perd un petit peu les pédales. Et là, voilà, on va retrouver des petites phrases. Bon, ça, je vais y revenir après. Mais voilà, on voit vraiment qu'il commence à débloquer à partir de cette question, voulez-vous vraiment que notre cher enfant côtoie des nègres à l'école? Là, après, il va partir petit à petit en vrille. Et oui, les figures de style. Alors là, voilà, en termes de métaphore, on en est rempli. C'est-à-dire que les Noirs vont être appelés des babouins crasseux hypocrites, une armée de bêtes noires, des bêtes noires, oui, des nègres. Enfin, vous voyez, niveau figure de style, oui, des hordes de babouins crasseux même. On est dans des métaphores très péjoratives, très racistes envers la communauté noire, justement. Mais pas que, aussi envers les juifs. Conspiration des vampires. Oui, on est vraiment voilà, dans l'image du juif. Alors, l'image du juif vampire, ici, elle s'explique par le fait que les nazis, et néo-nazis et le Ku Klux Klan, pensaient que les juifs étaient des voleurs, qu'ils volaient l'argent de la nation. Et justement, bah, un vampire, techniquement, ça vole l'essence du corps, ça vole le sang, donc ça vole la vie. Et pour des capitalistes, la vie, bah, c'est le pognon. Et du coup, bah, vous volez le pognon, vous volez la vie, les Américains. Vous voyez où je veux en venir, justement. Voilà, ce sont des vampires, voilà, qui nous volent, qui nous volent l'argent. Terrible. Et vous voyez, conspiration juive internationale, oui, parce que les juifs sont partout. Enfin oui, ils veulent vraiment mettre une conspiration. Alors, après, cette idée de juif international, là, pour le coup, il n'a pas tellement tort. C'est-à-dire que les juifs sont vraiment à l'international. Les juifs sont une diaspora. Alors attention, ce que je vais dire, hein, c'est pas du tout raciste ou quoi que ce soit, ou xénophobe, c'est la vérité. Les juifs s'étendent partout dans le monde. Vous avez des communautés juives à travers le monde. D'ailleurs, vous voyez, par exemple, les chrétiens, voilà, l'Europe. Et aussi Amérique du Sud. Mais vous voyez, on a les chrétiens ont vraiment une base, c'est-à-dire voilà le Vatican. Le Vatican, c'est la base des chrétiens. La Mecque, c'est la base des musulmans. Les juifs, bah, ils ont pas tellement de pays ou même de régions vraiment à eux, vraiment. Bon, ils ont l'Israël, mais ça, voilà, c'est sujet à débat, etc. Notamment avec les problèmes avec les Arabes, justement, en Israël. Ça pose toujours problème. La Palestine, voilà, cherchez le mot. La Palestine, entre Israël et Palestine, il y a encore des fights. C'est-à-dire que les Juifs, c'est une diaspora, c'est-à-dire qu'ils sont, c'est un culte qui s'étend dans le monde entier. Mais là, justement, Beauregard va le tourner vraiment de manière négative, en disant, voyez, ils sont partout, ils sont en Europe, ils sont aux États-Unis, ils sont partout. Et j'en tousse, tellement que c'est stupide. Bref. Donc voilà pour les procédés d'éloquence. Donc vous voyez ici, on retrouve bien l'éloquence. À quel point c'est important justement pour comprendre le texte et comprendre ce qu'il sous-entend. Quelle est la visée de la parole? Alors là, je fais référence à ce qu'on a vu au tout début du cours. Donc vous pouvez écrire, après j'explique. Le docteur utilise le pathos, P-A-T-H-O-S, pour sensibiliser les Américains contre cette, entre guillemets, menace des Noirs. Point. Il utilise des phrases courtes, virgule, des images claires pour diffuser sa doctrine. Point. Final. Alors, oui, petit aparté, quand vous citez le texte, pensez bien à mettre des guillemets. Autant on va en voir des textes, hein, voilà, des moments ça peut, voilà, ça ne peut pas trop porter à confusion. Là, pour le coup, ça peut être dangereux. Parce qu'imaginez, là, justement, que je n'aurais pas mis de guillemets, contre cette menace des Noirs.
ça veut dire que c'est vous, enfin là du moins c'est moi qui parle. Et là, menace des Noirs, voilà, on est sur un petit texte, un chouïa raciste quand même. Hein, donc bon, c'est pour ça que là, je parle bien de l'importance de mettre des guillemets avec menace. C'est-à-dire que là, je mets les guillemets, je dis, c'est le texte. C'est pas moi qui le dis, c'est le texte. Voilà. Vous voyez, c'est une façon de se dire, je me dédouane. Voilà, c'est pas moi, c'est le texte. Alors, le pathos. Donc, comme on l'avait vu, le pathos, c'est voilà, c'est la passion, c'est le cœur vraiment voilà des gens. On sensibilise les gens. Et là, justement, il va vraiment sensibiliser les Américains. D'ailleurs, chose que j'ai oublié, tout au début, il dit chers concitoyens américains. Donc, vous voyez, il cherche vraiment le cœur des Américains. Comme justement on l'a vu au début avec cette histoire de blancs chrétiens et tutti quanti. Ils cherchent vraiment à sensibiliser les gens, à les identifier, à leur dire je vous parle à vous, mes amis, à moi. D'ailleurs il le dit à un moment, mes amis, oui mes amis, on nous attaque. Et ils cherchent à sensibiliser, on le voit notamment par ces phrases. C'est-à-dire qu'au début, vous voyez il est très solennel. C'est-à-dire il va être là. Mes chers concitoyens américains, mes amis, vous voyez, il va vraiment être dans la confidence, dans le pathos, à se confier. Voilà, enfin, nous vivons dans un monde marqué par la propagation de l'intégration et du croisement des races. Vous voyez, on est vraiment dans la confidence au début, il y a une voix posée. Et alors après, il part complètement en live. Et oui, regardez, après justement, toujours avec cette question, voulez-vous vraiment que notre cher enfant côtoie des nègres à l'école ? Là, vous voyez, on cherche le pathos. On cherche à sensibiliser les gens, à leur dire vous imaginez s'il y a un nègre à côté de vous ? Ça va craindre. Et après, c'est là qu'on part justement dans les courtes phrases. Vous voyez, au début, on a des longues phrases, des phrases posées. Même dans la retranscription que je vous ai fait du dialogue, on voit bien le paragraphe au début, le pavé. Et après, paf, 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 des phrases qui s'enchaînent. Par exemple, là justement, on a ce paragraphe vraiment indicateur. Des violeurs, des tueurs convoitant la beauté charnelle de nos femmes blanches sont des prédateurs. Et les tactiques, enfin vous voyez, des petits bouts de phrases. Seigneur, regardez ça, une armée de bêtes noires. Enfin vous voyez, on va vraiment, voilà, hacher, il va vraiment hacher son dialogue. Et par des phrases courtes. Pour vraiment faire un choc aux gens. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, voilà, d'adoucir les gens, de leur faire comprendre. Vous voyez même, enfin c'est un peu de la manipulation, mais vous voyez quand on vous parle de manière douce, c'est voilà pour vous faire passer des idées doucement. Voilà, par exemple vos parents, justement, quand ils essayent de vous expliquer quelque chose ou qu'ils essayent de faire votre éducation, ils vont vous parler doucement, de manière posée, ou quand ils doivent vous annoncer des choses, etc., posée. Alors que par contre, quand ils vous disputent, paf, des phrases courtes. Enfin, après, je sais pas comment fonctionnent vos parents, hein, attention. Donc bon. Mais dans la logique des choses, justement, pour faire comprendre à quelqu'un de manière violente, paf, vous faites des phrases courtes. Enfin, vous n'allez pas faire une phrase de 6 pieds de long, justement, pour expliquer quelque chose. Non, vous allez faire une phrase courte. Et là, on en a l'exemple même, justement, dans le dialogue. Ce sont des prédateurs. Vous voyez ? On va pas s'amuser à dire ce sont des personnes qui vont vous attaquer parce que blablabla. Non. Ce sont des prédateurs. Point, paf, bim. Vous voyez, l'action est rapide. Justement pour faire entrer vite fait aux gens, pour les sensibiliser, pour les brusquer, pour les secouer. Comme on avait vu justement avec Hunger Games. Alors, oui, des phrases courtes, des images claires pour diffuser sa doctrine. Oui, les images qui passent derrière lui, voilà, c'est clair. Hein. On sent la passion du raciste, quoi. Enfin, on sent la haine des Noirs. C'est terrible à travers ces images, justement. Et pareil, la couleur rouge, justement, sensibilise. On veut que les gens soient en colère. On veut utiliser le pathos des gens, leur passion, la colère, la haine qu'ils ont. C'est pour ça qu'on va mettre ce rouge, vraiment pour montrer aux gens. Alors, maintenant, d'un point de vue un peu plus éclaté, quel est l'intérêt pour le réalisateur du film Black Clansman d'intégrer ce monologue du docteur Beauregard ?
En gros, pourquoi le réalisateur il s'est dit tiens, je vais mettre un mec qui parle pendant 10 minutes des noirs comme des hordes de babouins. Alors pourquoi justement? Pourquoi il a décidé de mettre ça? Se réfléchir. Voilà. Et maintenant je vais dicter. Ouais. À travers le discours du docteur, virgule, le réalisateur nous montre la haine, H-A-I-N, qui persiste contre les juifs et les noirs à cette époque. Cette CE2TE. C'est une époque. Point. Le KKK conserve le point de vue des sudistes du temps de la Civil War, la guerre civile américaine, et veulent revenir à l'époque de l'esclavage. Point. Alors comme je vous l'avais dit, je crois, les sudistes, donc pendant la guerre civile américaine, rappelez-vous, la Civil War, c'est 1861-1865, et on a deux clans. On a le clan avec Abraham Lincoln qui veut libérer les esclaves du Sud, et on a les sudistes qui veulent garder leurs esclaves. Parce qu'ils disent, oui, enfin c'est du pognon quand même, et puis après, qui va faire le boulot dans les champs, ça va être nous, donc non, voilà, c'est pas cool. Et du coup, bah, les deux vont se fighter, et à la fin, les États du Nord, justement avec Abraham Lincoln, vont réussir à vaincre. Le problème, c'est que la pensée, elle reste. Et justement, ce film nous montre bien que bah, la pensée raciste et esclavagiste est restée. Saupoudrée par un petit peu de nazisme, parce que ça fait toujours plaisir. Oui, oui, oui. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, vous voyez, le discours, le réalisateur, justement, c'est pour ça que c'est un très bon film pour moi, c'est parce qu'il a vraiment bien choisi où placer ses scènes clés. Donc vous voyez, il vous met une scène au début pour vraiment vous introduire, pour vous dire, voilà, voilà de quoi ça va parler. Donc, enfin, c'est vraiment pour vous dire qu'est-ce qui va se passer dans ce film. Ensuite, au milieu aussi. Rappelez-vous, dans le film, à un moment, on voit un des noirs justement parler à la foule en disant, oui, vous voyez l'oppresseur blanc. Ici, on a exactement le même discours, c'est-à-dire un type, voilà, qui vraiment essaye de sensibiliser les noirs face aux méchants blancs. En fait, on a le même discours, mais version noire. Et un peu plus loin, on a deux discours. On a tout d'abord le disque. Souvenez-vous justement, vous avez un moment les membres du clan qui sont, c'est vers la fin, hein, qui sont alignés, et vous avez David Duke, donc le chef suprême des Ku Klux qui leur fait un signe de croix justement avec une sorte d'eau bénite là. Et en même temps, en parallèle, on a un discours d'un vieux monsieur noir justement qui raconte cette histoire je crois que c'était un handicapé noir justement qui a été complètement maltraité, qui a été traîné, voilà, sur des kilomètres et des kilomètres, brûlé, etc., torturé. Voilà. Et en fait, on a ce parallèle justement, et ces deux discours sont mis en parallèle. Ce n'est pas pour rien. C'est pour montrer que vraiment il y a une haine des deux côtés, et que en fait, bah, voilà, enfin, la haine, c'est pas tellement bien. Et en fait, on montre vraiment le côté aussi qui se passait à l'époque entre Martin Luther King et Malcolm X pour la communauté noire. C'est-à-dire vous aviez Malcolm X qui était faut buter de l'américain blanc, et Martin Luther King qui était plutôt non, enfin, on veut des droits, on veut que voilà, on veut poursuivre notre rêve, mais de manière pacifique. On veut buter personne. Voilà, on veut s'intégrer. Donc là, en fait, on voit bien que, là, justement, avec le petit vieux, il a, comment dire, il rajoute cette haine des Blancs. On peut comprendre, parce que, bon, voilà, oui, ils ont morflé. Mais d'un côté, provoquer la haine mène à la haine. Regardez Star Wars. C'est le cas. Mais, voilà, donc, vous voyez, on montre ce discours. Et surtout, ce que j'ai adoré ici, dans ce film, c'est la fin. Vous voyez, la fin, on finit sur une note positive. Vous voyez, le gars, il a réussi à clouer le bec de David Duke. Voilà, il finit l'affaire. Le gars, il finit avec la fille. Oui, tout va bien. Mais non. Et non.
Parce que justement, à la fin, on a ce plan, magnifique plan, bon, long, mais où on se rapproche de la fenêtre. Et on voit au loin la croix brûlée. En montrant aux gens, oui, vous voyez, ça c'est pas terminé. Et non. Et en fait, justement, on montre, voilà, en fait, ça, oui, le réalisateur va jouer un peu sur le pathos du spectateur. Il va lui dire, oui, voilà, tout se passe bien, oui, et bim, il nous met des images négatives avec la croix qui brûle toujours, et surtout après, le reportage. Parce que, voyez-vous, je trouve que ça aurait été, il y aurait une autre dimension s'il n'avait pas mis ce reportage. Parce qu'on serait dit, ah bah voilà, ça finit bien, c'est parfait, oui, le mec finit avec la fille, c'est une histoire heureuse. Eh bien non, justement, avec ce reportage, il veut montrer, les gars, ça se passe encore aujourd'hui, notamment avec l'attentat qu'il y a eu de Charlottesville, qui s'est passé il y a à peine quelques années, 2018. Je lance une atopie, enfin... Mais bon, c'est dans ces années-là. Oui, c'est très récent. Aujourd'hui, vous avez encore des membres du Ku Klux Klan. C'est pour montrer que justement, ça existe encore. Et que, voilà, enfin, à chaque fois, à chaque époque, justement, on a toujours ce même profil. Voyez-vous? Voilà, bon. Est-ce que j'en parle maintenant 31 minutes. Oui, juste un petit mot aussi. Je vous mettrai le lien YouTube justement pour aller voir. C'est le discours d'Hitler du 30 janvier 33. Donc quand 1933. Donc comme quand il est justement élu chancelier suprême d'Allemagne. Et on voit dans son discours justement, on retrouve un petit peu du Borgard. Bon, en fait, même en ne comprenant pas l'allemand, bah on comprend que ça va mal finir. C'est-à-dire quand vous voyez Hitler, justement, en fait, mais vraiment la seule qualité qu'on peut reconnaître à Hitler, c'est son talent d'orateur. C'est-à-dire, il savait très bien parler et très bien rameuter les foules. Mais attention, je précise, c'est le seul. Voilà, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein, donc bon. Voilà, c'est la seule qualité qu'on peut lui donner, c'est vraiment qu'il savait rassembler les foules. Et justement, on le voit dans son discours, il est vénère le type. Enfin, voilà, vous voyez les bras qui gesticulent, tout ça. Il limite la petite veine qui ressort et il gesticule et même dans sa voix, il crie. En plus, enfin, l'avantage de l'allemand, c'est que c'est une langue vraiment voilà, hachée. Et pour passer une idée, il y a rien de mieux, quoi, justement. Bon. Vous voyez par exemple justement quand il dit sa devise en quelque sorte, Meine Volk, mein Reich, meine Führer. Vous voyez, on a vraiment l'accentuation, en plus l'allemand pour le coup est utile pour ça, c'est-à-dire que on va vraiment hacher. Attention, hein, l'allemand est une belle langue. Oui, c'est pas parce qu'il y a un détraqué qui l'a complètement massacré qu'il faut en mettre une langue moche. Non, l'allemand est une très belle langue. Bref. Donc, Meine Volk, Meine Reich, Meine Führer. Vous voyez, vraiment, déjà, il y a le tempo, et surtout, en plus, il y a la prononciation. Alors, concrètement, c'est mon peuple, mon empire, mon guide. Voilà, donc mon peuple, moi. Donc, vous voyez, mon peuple allemand, mon empire, donc niveau politique, et mon guide. Mon guide, c'est lui, c'est lui-même. Hitler, il se considérait vraiment comme un guide spirituel, enfin un guide politique. Mein Führer. Et vous voyez, on retrouve aussi ce langage justement. À un moment pareil, il va dire Deutscher, enfin Deutsch pour vraiment le peuple allemand. Deutsch, les Allemands. Voilà, il va dire allemand, c'est à vous que je parle. Enfin, c'est vous. Vous voyez, on va avoir le même procédé que Beauregard pour captiver les foules. Voilà. Et la prochaine fois, justement, donc on verra les procédés. Alors attendez, comment j'ai mis ça? Oui, les effets de soulignement et d'effacement dans un discours. Et là, on va travailler notamment sur deux textes politiques on va travailler sur des textes politiques, je verrai comment je m'organise. Bref. Bonne journée et restez positifs.